Good Morning Business. Le débat. Ça sent un peu l'auto-persuasion. Non, inflation, elle est temporaire. Temporaire, ce sera dissipé dans quelques mois, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'on met ça de côté ? Ah non, on ne met pas ça de côté du tout. Puis alors, quand on parle de ces phénomènes-là d'inflation, il y a les chiffres, il y a les anticipations des agents économiques. Et j'ai envie de dire, le plus important, c'est probablement les anticipations des agents économiques. L'autoréalisation. Et oui, quand les agents économiques, à commencer par les boursiers, se disent « cette fois-ci, on y est ». On sait très bien qu'on a des valorisations de dingue sur certains secteurs. Et là, il y a quand même des éléments palpables qui plaident le fait qu'on a une petite pression inflationniste. Attention, pas de spirale inflationniste. Hein. C'est même plutôt de la reflation aujourd'hui, de la spirale inflationniste, puisqu'on part de très bas, il y a un rattrapage. Mais ils se disent, ben voilà, s'il y a de l'inflation, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un moment où la Réserve fédérale ne pourra plus continuer son open bar et sa liquidité, nos limites quasi gratuites. Elle va donc remonter ses taux, et c'est la fin de la fête. Et là, effectivement, tout le monde commence à flipper. Excusez-moi, sur les marchés, il n'y a pas d'autre mot. Parce que quand on a atteint des niveaux de valorisation tels, s'il y a un gros retournement, effectivement, ça change complètement la donne. Après, qu'est-ce qui peut donner raison de manière, j'ai envie de dire, très concrète, à ces peurs ou ces anticipations d'inflation ? Les matières premières, c'est absolument évident. Il y a une remontée. Le cuivre et le fer sont à des niveaux jamais vus. Vous avez aussi des très fortes tensions sur les chaînes d'approvisionnement. On a dit qu'on avait du mal à produire des voitures. Qu'est-ce qui s'est passé en avril aux États-Unis ? Les voitures d'occasion, du coup, plus 10%. Plus 10%. Ouais. Voilà. Il y a un phénomène de reprise, on est bien d'accord. En plus, ça s'accélère aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moins de restrictions de circulation, plus 10% sur les billets d'avion au mois d'avril. Bon. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a les créations d'emplois qui ont été hyper décevantes aux États-Unis. Ça a été un chiffre très important. Mais si on ne crée pas assez d'emplois, c'est qu'on va manquer de main-d'œuvre. Mais si on manque de main-d'œuvre, mon bon monsieur, il va y avoir des hausses de salaire. Et le carburant le plus puissant pour une véritable inflation et une boucle prix-salaire, ce sont bien les salaires. Et vous avez vu McDonald's cette nuit, plus 10% voilà. Sur salaire. Puis quand même, le chiffre de l'inflation aux États-Unis, c'était l'inflation en avril, on est à 4,2% en rythme annuel. Si vous la prenez hors énergie et hors alimentation, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, vous êtes sur un rythme qu'on n'a jamais vu depuis 25 ans. Et vous prenez les prix à la conso en Chine au mois d'avril, ils sont au plus haut depuis 4 ans. Et enfin, quand vous avez des taux très bas et une explosion de la dépense publique, vous avez objectivement un cocktail qui peut vous fabriquer de l'inflation, voire de l'inflation durable. Alors maintenant, attention aux certitudes. Non, il n'y aura pas d'inflation, disent les non-inflationnistas. Mais si, attention, elle va exploser, disent les inflationnistas. Moi, je me dis que c'est un vrai sujet et que là, on commence à avoir à la fois des chiffres et à la fois des anticipations qui, réunis tous les deux, nous conduisent à quelque chose qu'il faut regarder un petit peu comme le lait sur le feu. Parce qu'avec les niveaux de dette qu'on a atteints, public et privé, si on a une belle remontée des taux, là, c'est fini les bulles. Mais après, c'est la crise de la dette. Emmanuel Le Chypre. Alors, moi, je pense qu'on est en train quand même de changer d'époque. On a eu un basculement massif à partir des années 80. Avant les années 80, rappelez-vous, on est dans les années 70. Il y a 15% d'inflation par an, des marchés financiers qui sont pas en très grande forme. À partir des années 80, sous l'effet de la révolution informatique, du décloisonnement des marchés financiers, de la chute du mur de Berlin, de la mondialisation et de la concurrence intense entre tous les pays, l'inflation se déplace massivement. Elle va où ? Elle quitte Main Street, comme on dit, pour aller vers Wall Street. C'est-à-dire qu'elle se déplace des marchés, des biens et services vers massivement les marchés financiers. Et nous n'avons plus d'inflation. Là, toutes les raisons qu'a évoquées Nicolas, elles sont très bonnes, mais c'est les raisons de court terme. Moi, il y a des raisons de plus long terme qui me font penser qu'on va davantage vers un rééquilibrage, c'est-à-dire un peu moins d'inflation sur les marchés financiers et un peu plus d'inflation dans l'économie réelle. Pourquoi ? Je ne reviens pas sur toutes les raisons de court terme que Nicolas a citées et qui sont très bonnes, auxquelles on pourrait ajouter un plan de relance américain qui fait peur parce qu'on se demande si Biden n'en fait pas trop et que là, effectivement, on pourrait rentrer dans cette spirale dangereuse. C'était un des avertissements de la Commission européenne. Moi, je vois des facteurs plus structurels pour qu'il y ait de l'inflation à long terme. La transition écologique. La transition écologique, elle est inflationniste. Elle nous pousse à utiliser des matières premières et des énergies qui sont moins efficaces et plus coûteuses que les hydrocarbures. Il y a la tendance à la concentration des entreprises. On l'a vu, et aux États-Unis, ça a été très net. Ça a été vu, constaté aux États-Unis, cette concentration des entreprises. Résultat, l'inflation a augmenté davantage aux États-Unis qu'en Europe. Parce que moins de et le pouvoir concurrence. d'achat des Américains a été plus amputé que celui des Européens. Ça, c'est lié à la technologie. Les relocalisations, le retour de la valeur proximité, produire près de chez soi, c'est pratique, mais forcément, c'est un peu plus cher. Et puis, il y a la démographie.
la Chine va manquer de main-d'œuvre. On est dans un renversement de perspective absolument historique. C'est 100 millions de Chinois en moins qui vont travailler cette année qu'en 2010. Donc le grand réservoir de main-d'œuvre qui tirait tous les salaires à la baisse dans le monde entier, c'est terminé. Donc ça laisse penser qu'aussi, du côté des salaires, et je suis d'accord avec Nicolas pour dire que les salaires, c'est le vrai ressort de l'inflation, c'est ça qu'il faut regarder. Et là, si on a une pression sur les salaires dans le monde, eh ben, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu plus structurel, sachant qu'avec le vieillissement démographique, vous avez aussi moins d'épargne, parce que les plus âgés, ils dépensent, et donc vous avez moins de facteurs pour alimenter aussi les marchés financiers. C'est pour ça que je vous parlais de rééquilibrage un peu entre l'inflation Wall Street, l'inflation Main Street. Le SMIC à 15 $ fédéral aux États-Unis ne verra pas le jour, pas pour des raisons politiques, mais parce qu'ils ont calculé que ça faisait de l'inflation à 6%. Sauf que McDonald's a annoncé 15 $. Hein. Mais là, si on fait du fédéral à 15 $ de l'heure, vous avez 6% d'inflation sur le sol américain. Et là, on est un peu trop loin des 2% pour continuer à tourner autour sans relever les taux. Merci Nicolas Dose, Emmanuel Le Chypre.